Mais on a beaucoup parlé, donc je pense qu'on va passer quand même aux invités du soir quand même, et aux principales actrices de la campagne de 2022. En l'occurrence, Asma, la candidate, Mathilde, la suppléante, et Gaëlle, l'une des co-directrices de campagne, qu'on Voilà. va accueillir tout de suite. Mais avant ça, on va lancer un deuxième générique avec des images justement de cette campagne. Pour se souvenir. Alors, bienvenue de retour dans Allo la NUPES, non? Vous êtes maintenant des habitués un peu. Bienvenue chez vous. Ouais, c'est pas, ça faisait un bout de temps pour parler de cette année, de la campagne de cette année, du futur, comme d'hab. Ça vous a fait quoi de revoir quelques images là dans le générique? Bah, beaucoup d'espoir. On s'est dit que, je sais pas, c'était il y a 1 an et on a construit tellement depuis, on y reviendra ce soir, mais moi, je vois plutôt énormément d'espoir dans toutes ces images-là. Ça fait chaud au cœur de se dire qu'on est parti de rien, on a fait une campagne en 2 semaines et qu'on est arrivé si loin alors qu'on se connaissait pas du tout et finalement maintenant, voilà, on s'écrit quand même très souvent avec Mathilde et puis, ouais, on a fait un gros truc donc, je suis très, très fière de l'engagement de toutes et tous en tout cas. Super. Et vu que vous... Ouais, carrément. Ah, Mathilde? Non, j'allais juste rebondir comme Asma. Je pense qu'on a vraiment réussi à créer une belle dynamique sur notre circonscription, que c'est quelque chose qu'on voit pour les Français de l'étranger, comme plus largement que notre circonscription. C'est aussi un exemple de super collaboration au sein de la NUPES. Et donc, ouais, c'est plein d'espoir pour le futur et aussi pour notre circonscription, pour faire élire du personnel politique lors des prochaines élections. Alors, est-ce que je sais qu'on a déjà fait, mais quand même peut-être qu'il y a encore des gens qui ne vous connaissent pas, la typique question, non? On va commencer peut-être par Mathilde. Toi, tu es déjà passé ici, on t'avait déjà présenté, refaire un petit check rapidement de qui t'es. Ouais, alors moi c'est Mathilde Olivier, je suis basée à Vienne en Autriche, je suis conseillère des Françaises et Français de l'étranger pour l'Autriche, la Slovaquie et la Slovénie, et je suis aussi conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc on en avait déjà fait une émission précédemment, donc je siège à cette assemblée en commission finance et au bureau de l'Assemblée. Voilà, et sinon je suis active chez Europe Écologie Les Verts, voilà, qui est mon parti de cœur. Et peut-être au niveau personnel, tu es depuis à Vienne, tu es depuis combien de temps? J'habite à Vienne depuis 4 ans. Avant, j'étais à Bruxelles et puis j'ai fait des études franco-allemandes. Donc voilà, et je travaille sur les sujets de santé et de recherche publique pour une asso. Parfait. Ce matin, on t'avait déjà interviewé dans la première émission. Tu t'étais déjà présenté pour la 100 millième fois, mais peut-être que depuis 1 an, déjà, tu as 1 an de plus, non? Déjà, donc, comme nous tous. Donc, déjà, il y a du nouveau. Mais je ne sais pas si tu as envie de rappeler quelque chose ou de rajouter quelque chose. Bah, je peux me présenter rapidement. Du coup, moi, je m'appelle Asma Rahmaoui-Claquin, j'ai 26 ans, donc en effet, 1 an de plus. Voilà, on ne se rajeunit pas. Voilà, je suis co-référente France Insoumise Union Populaire. Je préfère plutôt Union Populaire parce que ça englobe aussi les ONG. Pour l'Europe centrale et les Balkans, ça fait 8 ans que je suis en Allemagne, une dizaine d'années que je milite politiquement. Et voilà, d'un point de vue professionnel, je suis basée à Berlin. Je suis directrice du département énergie renouvelable à l'Agence fédérale de l'énergie et de l'eau depuis décembre. Donc voilà, ça a aussi changé depuis l'année dernière. Parfait. Et puis, il y a notre troisième invité, donc, qui, c'est grâce à la technologie qu'on va l'inviter ici, qui va elle-même un petit peu se présenter, du coup, et il s'agit de Gaëlle, qui, elle, par contre, est beaucoup plus inconnue. Et du coup, l'éminence grise de la campagne, quand même. Voilà, elle est très connue, son nom est très connu.
son visage beaucoup moins. Et du coup, je vous propose, on va écouter une vidéo où elle parle de sa fonction, d'elle-même un petit peu. Et comme ça, après, on va pouvoir discuter entre eux. C'est parti. Ah mince, c'est pas encore parti. Voilà, ça devrait être parti là. Bonjour Gaël, bienvenue donc à Allo la NUPES. Ça nous fait très plaisir de t'accueillir cette fois-ci pour la première fois. Merci beaucoup de m'accueillir. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Pour une fois, t'es pas dans l'ombre parce que t'es une vraie travailleuse de l'ombre qui fait toujours le travail, le petit travail, la cheville ouvrière du mouvement de la Circo. Oui, on me connaît un peu plus sur les fils NUPES que sur le grand écran, c'est sûr. Voilà, donc on va enfin voir ton visage et ta voix. Et pour commencer peut-être cette partie, je vais simplement te présenter un peu. Donc toi, tu es de Toulouse d'origine, tu habites à Stuttgart maintenant depuis 2016. Et comment donc tu es arrivé ici à l'étranger et plus particulièrement en Allemagne? Ce serait une très longue histoire, mais bon, je vais faire ça assez rapide. J'ai fait un Erasmus quand j'étais en master à Montpellier. Je suis partie en Erasmus 1 an en Angleterre, à Leicester. Et bon, comme beaucoup de personnes qui partent en Erasmus, j'ai trouvé un compagnon là-bas et il se trouve qu'il était allemand. Et donc, après avoir passé quelques années en longue distance, je me suis installée en Allemagne. Voilà, et donc je me suis installée avec mon compagnon qui est devenu mon mari, entre-temps. Finalement, c'est une histoire, je crois, très, très commune à la grande majorité de ceux qui se fixent à l'étranger. Hein. Oui, j'ai bien l'impression qu'on est quand même un certain nombre à avoir ce genre d'histoire. Comme quoi, l'Europe. Comme quoi, c'est pas l'argent qui meut les gens, c'est l'amour encore aujourd'hui. Heureusement, on en a encore. On est encore là. On a cette chance. Et donc, au niveau militant, tu fais beaucoup, et tu as fait beaucoup aussi. Donc, toi, tu fais partie de Génération. Donc, c'est peut-être un peu moins connu du grand public. Donc, le parti fondé par Benoît Hamon à l'origine, qui fait partie de la NUPES. Et dont nous avons le seul député des Français de l'étranger de la NUPES qui fait partie de Génération. Exactement. Et donc, tu as été l'une des directrices de ASMA pendant la campagne il y a un an pendant la campagne législative. Et tu avais déjà été directrice de campagne il y a 5 ans de la candidate ELV. Alors, je n'avais pas été directrice de campagne pour Anna de Parnay-Gronenberg, j'avais été directrice de communication. Donc, j'avais servi plus tout ce qui était réseaux sociaux, etc. Je venais à peine d'arriver en Allemagne à l'époque. Et voilà, et je me suis retrouvée un peu engagée là-dedans parce que j'étais en train d'apprendre la langue et que j'avais encore besoin d'un peu de travail pour arriver à travailler en Allemagne. Et donc, je me suis engagée dans la campagne EELV avec grand plaisir, voilà, aux côtés de Anna de Parnay-Gronenberg. Ah, bah, très bien. En plus, moi, j'avais mal compris. Ben, tant mieux encore. Du coup, la question, elle va être double maintenant. Est-ce que tu peux justement expliquer ces fonctions qui sont aussi justement des fonctions de l'ombre un peu qu'on ne connaît pas trop, mais qui font fonctionner vraiment dans une campagne, tant dans la com, du coup, que la directrice de campagne, finalement. Qu'est-ce que fait d'abord la directrice de campagne? Alors, directrice de campagne, donc déjà, il faut que je raconte un peu comment j'en suis arrivée là, parce que pour tout ce qui est co-directrice de campagne, ça je tiens à vraiment le préciser. On était 2, donc il y avait Isabelle Desportes et moi-même, et sur la fin de la campagne, on a aussi reçu de l'aide d'autres jeunes femmes d'ailleurs. On était un groupe très féminisé, très féminin en tout cas. Donc, moi, j'étais déjà engagée dans la campagne de Mathilde Olivier pour ELV quand la NUPES s'est fondée. Et il se trouve que donc j'ai trouvé, comme tout le monde, je me suis réjouie de l'union, puisque c'est vrai que nous, Génération, on est quand même un petit parti qui essaye souvent en fait d'aller soutenir des partis de gauche qui respectent nos revendications écologiques, sociales, etc. Et donc l'arrivée de la NUPES a été une énorme comment dire, enfin, voilà, c'est le soulagement. Hein. On avait vraiment attendu ça. Et moi, personnellement, j'avais attendu ça depuis mes jeunes années militantes du CPE. Donc, c'est déjà d'il y a longtemps. Voilà. Et donc, quand je me suis engagée dans cette campagne-là, j'avais vraiment envie
de voir où c'est que ça pouvait nous mener. Et donc, Asma Rahma-Wiklaka m'a contacté personnellement avec Isabelle Desportes pour me demander si j'avais envie de faire cette co-direction de campagne. Je vous avouerai que sur le moment, j'ai eu un peu de pause parce que bon, c'est quand même une responsabilité énorme. Et voilà, mais bon, je me disais si je dois le faire à un moment, pourquoi pas maintenant. Donc, je me suis lancée. Donc, les responsabilités d'une co-directrice de campagne, c'est déjà essayer d'orienter les personnes qui sont engagées dans la campagne. Il faut savoir que dans la campagne législative, on était énormément, et comme c'est une campagne des Français de l'étranger, c'est dispersé sur plusieurs pays. Et comme on avait la chance de faire avec la grosse machine qui est l'Union populaire, on avait des personnes qui travaillaient à peu près dans le monde entier pour nous aider à cette campagne, notamment des designers, des personnes qui étaient engagées sur la communication et que je remercie énormément parce que c'est des personnes qui ont vraiment répondu jour et nuit. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, essayer de diriger ça et puis aussi alléger, on va dire, le travail donc pour le coup de nos candidates. Donc là, on avait Asma Rahma-Wiklaka et suppléante Mathilde Olivier. C'est-à-dire qu'on essaie d'organiser leur planning, de faire en sorte qu'elles puissent participer au plus d'événements possibles sans que ça devienne trop prenant. Parce que c'est vrai qu'une campagne, c'est quand même dur. Voilà, il faut avoir vraiment l'ossature pour faire une campagne législative parce que c'est beaucoup de trajets, surtout pour nos députés qui sont hors de France. Il faut savoir que ça fait énormément de kilomètres de train de nuit, de déplacements, de Zoom. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire donc sur tout ça et puis faire en sorte que tout le monde aussi ait sa place. Et c'est ça qui était le plus intéressant, je pense, dans cette campagne-là. Des dernières législatives, c'est que on avait un groupe qui était tellement uni dans la NUPES, qui avait tellement envie de voir la NUPES réussir que on est parti sur quelque chose qui n'était pas forcément très hiérarchique, comme on peut le voir sur d'autres campagnes, où par exemple il n'y a qu'un parti qui est représenté, où forcément on a plus des tâches qui sont données à telle ou telle personne. Là, on avait vraiment ce désir d'essayer de faire participer le plus de personnes possible, d'écouter le plus de personnes possible. Donc ça demande énormément de communication. C'est quelques heures de téléphone par jour, quelques heures d'internet par jour, beaucoup de messages, mais essayer de faire participer au maximum les gens et les bonnes volontés pour faire marcher tout le monde vers une victoire. Voilà, qu'on n'a pas eu malheureusement, mais c'était quand même une expérience. Bon, on ne s'attendait pas de toute façon sur une circonscription comme la 7e d'avoir une grosse victoire, mais quand même on a eu de beaux résultats. Et donc là, tu nous parlais de la directrice de campagne, non? Mais tu as fait la directrice de communication, donc il y a 5 ans, et ça, c'est une autre tâche. Alors, j'imagine qu'il évolue beaucoup aussi dans le temps. Oui. Alors, pour ce qui est communication, c'est vraiment tout ce qui tient aux réseaux sociaux, à la façon dont on va être mis en place, vont être mis en place tous les outils de la campagne. Et c'est quelque chose qui est directement, on va dire, en front avec le public. Donc, il y a beaucoup plus on va dire, de responsabilités directes. C'est-à-dire que il faut quand même pouvoir répondre à des gens qui sont pas forcément tout le temps très sympathique face à ce qu'on raconte, il faut le dire, puisque c'est de la politique, tout le monde n'est pas toujours d'accord. Mais voilà, essayer d'expliquer aux gens, essayer de donner son opinion et puis de convaincre autant que faire se peut. C'est pas toujours facile, mais c'est vrai que c'est quand même une autre sorte de tâche. Il y a moins de responsabilités d'ensemble, mais il y a quand même une responsabilité vis-à-vis des personnes qu'on a en face et qui font répondre, d'autant plus sur les réseaux sociaux où on a tendance souvent à se lâcher. Dans les réseaux sociaux, les personnes se disent de toute façon, il n'y a pas mon visage sur tout ça, donc je peux dire un peu ce que je veux. Et c'est vrai que parfois, c'est un peu plus difficile de se mesurer sur les réseaux sociaux plutôt que sur quelque chose de... En plus, là, on est vraiment l'image du mouvement. Donc, si on plante, en fait, on plante le mouvement. C'est aussi une responsabilité. Et moi, je me rends compte, c'est vrai, dans les réseaux sociaux, des bêtises quand on est tout seul, quand on publie pour soi. Bon, c'est pour sa pomme, on écrit un peu n'importe comment. Mais ne serait-ce que des fautes d'orthographe, des fois quand on est avec les langues, on mélange les langues, on ne sait plus si cette tournure elle se dit. Et
comme c'est public, on se dit ah oui, bon ben, je vais vérifier quand même. Et finalement, une pauvre phrase, finalement, ça prend 10 minutes parce qu'on se dit faut pas quand même que ça retombe après en boomerang sur le mouvement. Et alors, ouais. Oui, c'est la responsabilité, c'est ça. En règle générale, les personnes de la communication, un directeur ou une directrice de communication va lancer un sujet, les petites mains qui travaillent dans tout ça vont mettre en place tout ça, et puis s'il y a une petite fausse, tout d'un coup, on va avoir un appel de la directrice ou du directeur de campagne qui va nous dire « Ah, c'est quoi ça ?» Sur quoi, tout d'un coup, à 3h du matin, on va se retrouver devant l'ordinateur à aller changer tous les comptes Facebook, Twitter et autres pour éviter une faute qui pourrait avoir des répercussions. Donc, oui, ce sont des responsabilités, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Hein. Voilà, après, on est tous humains, hein, clairement. Et sur les 2 candidates avec qui j'ai travaillé, j'ai pas eu de... Voilà, on ne s'est pas retrouvé à se bagarrer pour des problèmes comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même une grosse responsabilité. Il faut se dire qu'à la fin, tout retombe sur les candidats ou sur les candidates. Donc, il faut quand même avoir cette responsabilité-là et faire attention à ce qu'on dit. Retour sur le live. Eh ben, c'était super intéressant. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on est parfois même un simple militant de tout ce que c'est l'organisation derrière et de toutes les strates hiérarchiques. Alors, il y a quelque chose, il me semble, qui était un peu au cœur de l'organisation de votre campagne, c'était les groupes de contenu, donc qui avaient un peu pour objectif de faire émerger des argumentaires. Et nous, on se demandait justement comment est-ce que ça s'était passé avec ces groupes. Est-ce qu'ils produisaient du contenu un peu tout seul et vous piochez dedans quand vous en aviez besoin, ou est-ce que vous aviez des réunions à des moments T et ensemble vous ébauchiez des contenus? Mathilde, est-ce que tu veux répondre et je complète? Vas-y, je pense, parce qu'au final, les aspects contenus, c'est vrai que c'était aussi beaucoup coordonné par toi, il me semble, Asma, aussi pour pouvoir avoir toute cette base programmatique qui t'a servi dans les réunions publiques et tout ça. Donc, vas-y. En fait, on a basé vraiment la campagne, on s'est dit qu'est-ce qui est important pour notre circonscription. Pour nous, ce qui est important, c'est l'écologie, le social et l'Europe. Et donc, dans toutes les réunions publiques, que ce soit moi seule, Mathilde seule ou nous 2 ensemble, on a toujours mis ce plan en fait dans notre argumentaire et on a trouvé à chaque fois, on a pioché dans le programme NUPES. En fait, le programme NUPES, c'était vraiment le contrat de confiance aussi qu'on a passé au début de cette campagne, de se dire on est ensemble, on est dans la NUPES, on a des points de divergence. C'est pas parce qu'on est dans la NUPES qu'on efface notre identité de parti ou de mouvement, mais on est d'accord sur ce programme-là. Et c'est ce programme-là qu'on va s'engager à mettre en avant dans cette campagne. Et donc, voilà, typiquement sur l'Europe, on a dit voilà, l'Allemagne désobéit vers le bas en libéralisant le marché de l'eau. Bien nous, on va libéraliser, justement, on va éviter de libéraliser et on va avoir un mieux disant social en permettant aux femmes d'avoir les mêmes droits qu'elles soient en Hongrie ou en France. Donc, il y a des argumentaires qui sont relativement simples et puis il y a des choses qui sont plus techniques, typiquement sur l'enseignement, sur la retraite, sur l'enseignement notamment du français à l'étranger. Là, justement, l'expérience de Mathilde a été très utile en tant qu'élue de pouvoir nous dire voilà comment ça se passe, voilà les enjeux qui me sont remontés. Moi, il y avait tout l'aspect écologique parce que c'est mon métier, en fait, la transition écologique. Donc, j'ai pu aussi beaucoup, ce qu'on appelle débunker, c'est-à-dire lutter contre les fake news de par mon travail. Donc, mettre aussi, c'est aussi ça, je dirais, être pour la NUPES, c'est faire en sorte de pouvoir. Moi, j'ai la chance d'avoir un métier où je peux vraiment. Enfin, la NUPES, c'est tous les jours en essayant d'avoir une énergie plus verte et moins carbonée. Donc, ça d'une part. On avait ensuite un groupe contenu donc, qui travaillait les aspects qui étaient plus locaux. Donc, je parlais tout à l'heure justement du droit des femmes. Et là, on a la chance aussi d'avoir des élus, notamment Mélanie Vogel, qui a énormément travaillé sur la question, avec qui on était en étroite collaboration pour notre programme, notamment dans tout ce qui concernait le libre accès pour les femmes à l'interruption volontaire de grossesse, parce qu'on est quand même sur des pays où c'est extrêmement limite, notamment en Pologne et en Hongrie. Et puis, il y a d'autres aspects du français à l'étranger. On a parlé un petit peu de l'impôt universel qui ne touche pas notre circonscription, mais qui est souvent remis au centre des débats par nos opposants politiques et opposantes politiques. Donc, on avait une équipe de contenu qui était très à jour sur ces sujets-là, des gens qui travaillaient dans des domaines très différents et qui avaient des idées aussi des fois divergentes. Et c'est ce qui faisait, je trouve, aussi la richesse du programme qu'on a élaboré ensemble. On a vraiment, via notre page Internet,
réussi à avoir un programme pour la 7e circonscription des Français de l'étranger. Et il me semble que c'est assez unique. Mathilde, n'hésite pas à me contredire là-dessus, mais il me semble qu'on est la seule circonscription où on a vraiment un programme pour cette circonscription-là, en prenant en compte en fait les enjeux de notre circonscription, mais aussi les enjeux nationaux, c'est-à-dire par rapport à la retraite, par exemple. C'est quelque chose qu'on a beaucoup fait en post-campagne, de dire oui, mais en fait, si vous revenez en France, comment ça se passe pour vous? Et là, justement, le cadre du Twitch a énormément permis aussi de vulgariser ce que c'était la retraite pour les Français et Françaises de l'étranger, et c'est quelque chose qu'on va continuer à faire. Peut-être aussi, il faut savoir que quand on parle de tous ces aspects contenus, ça paraît énorme en termes de sujets, de thématiques à aborder. Mais en fait, en fonction des réunions publiques, des rencontres avec telle ou telle personne, on se rend compte que les intérêts et ce que les gens veulent voir portés par leurs députés, hommes ou femmes, trop habitués à genrer, et ben c'est justement de pouvoir répondre à leurs questions, que ce soit, comme tu parlais, Asma, de langue maternelle et de flammes à l'étranger, mais pour une autre personne, ça va vraiment être la transition écologique et porter au niveau national ces problématiques. Donc en fait, il y a vraiment une diversité de sujets et il faut être capable de répondre à tout ça. Et peut-être aussi en termes de contenu, ce que de mon côté j'ai trouvé aussi très enrichissant, c'est justement ces échanges-là et tout ce que les personnes lors des réunions nous ont aussi amené comme sujet ou comme problématique qu'elles rencontraient dans leur quotidien en tant que Françaises et Français de l'étranger et qu'on n'avait pas forcément pris en compte pour l'instant. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui, moi, dans mon mandat d'élu aussi, maintenant de conseillère des Français de l'étranger, je m'étais aussi notée, j'avais aussi essayé de retravailler ces problématiques pour voir comment on pouvait y répondre aussi localement. Et je rajouterais aussi une dernière chose, on a eu la chance d'avoir une équipe de campagne absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est sur une circonscription quand même où on a 14 langues différentes. On a pu traduire nos communications en quasiment 14 langues, il me semble. Donc on avait aussi un site avec différentes langues, il y avait le bulgare, le français, l'allemand, et on a également fait des réunions publiques. Voilà, on avait fait, il me semble, un webinaire en allemand, et à Berlin, on avait fait une réunion publique aussi en allemand, parce qu'on a la moitié de l'électorat, donc qui sont des binationaux, qui n'ont pas forcément la possibilité de parler français aussi chez eux. Et puis c'est quand même des sujets assez techniques. Donc quand on est la 2e, voire 3e génération à l'étranger, parler de fiscalité ou de caisse de français de l'étranger au niveau de la santé, en allemand, c'est absolument une force qu'on a eue aussi. Et se mettre aussi à l'écoute des Français sur le terrain, c'est pouvoir parler différentes langues. Et ça, c'était vraiment une valeur ajoutée de notre belle équipe de campagne. Justement, vous avez parlé de vous adapter, non, à la circo. Vous avez déjà un peu décrit la circonscription, et justement, c'était ça la question. Bon, c'est une question un peu compliquée parce que j'imagine que personne n'a vraiment une réponse, hein, même les consulats et tout ça. Mais est-ce que vous avez peut-être une idée pour décrire la sociologie de la circonscription par rapport aux Français qui sont dans cette circonscription, et même, je ne sais pas s'il y aurait des différences entre l'Autriche et l'Allemagne, ou alors entre les villes et les campagnes. Est-ce que vous avez pu un peu sonder là-dessus? Je pense qu'on voit via les résultats que c'est une circonscription qui est quand même extrêmement hétérogène. C'est-à-dire que si on prend en compte juste Berlin et les anciens Länder de l'Est, on était à 80% de NUPES. Par contre, si on prend en compte Francfort, Stuttgart et Munich, là, on était plutôt dans les 25%, qui est très très bien pour des villes plutôt conservatrices, plutôt libérales. Et c'est pour ça que je pense que cette question est assez compliquée à répondre, déjà parce que la démographie des Français de l'étranger évolue. On est plus jeune, on a une population qui est plus précaire aussi, ça c'est d'un point de vue global, et puis en même temps, on a des raisons différentes. Et c'est vrai qu'on l'a vu quand même dans les résultats, où on avait des villes, par exemple, il me semble que c'était Prague, on avait au premier tour le candidat ASFE, donc plutôt centre droit, qui est arrivé en tête à une voix près, et nous on était juste derrière. Et donc on est sur une population qui est très hétérogène, je pense, en termes de vote, et donc aussi en termes de vision, de valeurs. Et comme je disais, je pense que les gens qui viennent à Berlin, il y a peut-être pas aussi les mêmes motivations en fonction du parcours de vie, mais ça se traduisait assez bien dans les votes, et donc on n'avait pas une partie homogène de la population sur tel ou tel pays, ne serait-ce qu'en Allemagne, il y a vraiment une coupure nord-sud à peu près. Pour l'Autriche, je pense que Mathilde pourra répondre mieux que moi, mais en tout cas par rapport aux pays de l'Est, c'est très très hétérogène en fait, donc je pourrais pas faire de plan sur la comète comme ça, mais en tout cas il y a énormément d'abstention, et c'est cette abstention là qu'on est en train d'aller chercher jusqu'en 2027.
Ouais, carrément, j'allais rebondir là-dessus, Asma, sur l'abstention. Et en fait, c'est vraiment un des gros enjeux. On parlait du fait que la population des Français de l'étranger, elle a beaucoup évolué ces dernières années. On voit, on a beaucoup de jeunes, et c'est aussi des personnes qu'on a rencontrées pendant la campagne, des jeunes, des étudiants, des jeunes doctorants, par exemple, des gens en VIE, en VIA. Voilà, toute cette population qui est installée en Allemagne, en Autriche, ou dans les pays de l'Est, qui va potentiellement y rester, mais qui n'est pas forcément inscrit sur les listes consulaires. Et on sait que c'est un électorat qui aussi est souvent plutôt proche de nos valeurs et assez proche de la NUPES. Et donc, il y a vraiment un enjeu pour nous ces prochaines années. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà commencé. Je pense qu'on va en discuter un petit peu plus tard aujourd'hui. Mais il y a vraiment un enjeu autour du fait de mobiliser ces personnes-là lors des campagnes. Et puis aussi, on le voit bien, le bouche à oreille, c'est quelque chose qui fonctionne. Les groupes Facebook ou les groupes voilà, de communication pour les Français de l'étranger, c'est des moyens de s'informer essentiels, en plus de la liste électorale, enfin des newsletters qu'on envoyait et qu'on a essayé d'envoyer en différentes langues. Mais peut-être aussi pour rebondir là-dessus, on parlait de différences dans l'électorat, mais il y a aussi des grosses différences dans la circonscription, c'est-à-dire que c'est 14 pays, mais corrige-moi Asma si je me trompe, mais je crois que c'est autour de 80% ou 85% de l'électorat de la circonscription qui est en Allemagne, ensuite un autre 6 ou 8% en Autriche, et puis le reste dans le reste des pays de la circonscription. Donc voilà, il me semble que par exemple à Sarajevo, il y avait une soixantaine de votants, quelque chose comme ça, 80 votants. Donc voilà, on voit que c'est aussi une élection qui était intéressante à mener pour ça, parce que à la fois, il fallait avoir un focus sur l'Allemagne, qui était une part importante de notre électorat, mais aussi toute cette diversité d'expériences vécues de Français de l'étranger, basées notamment dans tous les pays d'Europe centrale et de l'Est, et qui nous ont aussi beaucoup enrichis avec des groupes locaux qui se sont aussi créés à ce moment-là de la NUPES. Et d'ailleurs, le fait que tu sois à Vienne, ça a permis de diversifier aussi, de ne pas avoir une campagne qui est germano-centrée, sachant qu'en plus à Berlin, c'est vraiment le foyer où on a 20 000 votants, donc on pourrait se dire, bon, on reste à Berlin, on fait la campagne là, mais en fait, ce ne serait pas du tout représentatif non plus, en fait. Et donc, le fait que tu sois en Autriche, tu as pu notamment faire une réunion publique à Bratislava, il me semble, et ça permet aussi d'aller vraiment à la rencontre des Français et des Françaises. C'est pas parce qu'on n'habite pas en Allemagne qu'on doit être forcément coupé de l'information et de la campagne législative, bien au contraire. Et d'ailleurs, quand on parle de toutes ces personnes qui sont dans des pays d'Europe centrale et de l'Est, c'est aussi des problématiques qui sont différentes, avec aussi, par exemple, un état social, ou en tout cas la possibilité d'avoir accès à des droits sociaux, à une situation économique stable, et tout ça, qui peuvent des fois être un petit peu plus compliqués. Et donc, c'est aussi important de pouvoir être en soutien aux personnes qui sont installées de longue date dans ces pays et qui peuvent parfois être dans des situations économiques compliquées. Donc voilà, et vraiment, l'Europe de l'Est, les problématiques que rencontrent les Français sont vraiment différentes, et c'est notre rôle aussi de les représenter. Sachant qu'on a quand même une spécificité, c'est-à-dire qu'on a des pays qui sont dans l'Union européenne, on a des pays qui sont dans l'espace Schengen, on a des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Donc voilà, on a aussi ces problématiques-là en plus qui ajoutent de la diversité, et c'est pour ça aussi que notre circonscription est très intéressante. Mais il y a mon chat qui passe derrière. Apparemment, ça l'ennuie. Mais en même temps, voilà, on a en tout cas essayé de traduire toutes ces problématiques-là dans quelque chose de plus global, et d'apporter aussi la vision des choses, et une vision à la fois sociale et écologique. C'est un sacré travail, et c'est vrai qu'avoir autant de problématiques différentes, de diversité, ça nécessite vraiment beaucoup d'efforts et de soutien militant. Et on se demandait justement, est-ce que vous avez des contacts avec les partis politiques locaux? Est-ce que ça peut arriver qu'ils vous aident, ou est-ce que vous avez des discussions, et quand vous avez des discussions, sur quoi est-ce que vous parlez? Est-ce que le contact aussi passe bien, notamment avec vos équivalents respectifs, et notamment en Allemagne? Je réponds, et ensuite tu veux prendre la main, Mathilde? Ouais. Ok. Alors nous, à Berlin, c'est vrai qu'on a le premier interlocuteur qu'on a eu, ce sont les syndicats.
Pourquoi ? Parce qu'ils ont été extrêmement actifs par rapport à la réforme des retraites. Ils étaient très informés dès décembre. C'était assez incroyable la manière de voir à quel point les syndicats allemands étaient voilà, à la page en ce qui concerne les différentes étapes de la réforme des retraites en France. Donc, on a eu en fait un premier contact avec eux déjà, parce qu'en Allemagne, il y a aussi toute la négociation autour de ce qu'on appelle les Tarifverträge, donc la négociation des salaires. Avec deux gros syndicats, Verdi et G-Metall, qui sont très actifs. Et c'est vrai qu'en tant que NUPES, en tout cas à Berlin, on s'est vraiment reconnu en fait dans leur lutte parce que c'est une lutte syndicale et on se doit de soutenir en fait ces luttes pour un mieux disant social. Donc on a été surtout en contact avec eux en fait parce qu'ils sont aussi sur le terrain et qu'ils ont des modes de fonctionnement et des modes d'action qui sont proches des nôtres, c'est-à-dire des manifestations, des rassemblements, des lettres de prise de position. Ensuite, en ce qui concerne les partis frères, alors c'est vrai qu'en Allemagne, en tout cas, moi, à titre personnel, en tant que membre de l'Union populaire, je ne me retrouve pas forcément dans un parti spécifique pour différentes raisons. Je sais qu'on a quelques contacts chez Die Linke, on a aussi de bons contacts avec les Grünen et également avec le SPD. On a été invité quelques fois par les Grünen, notamment quand il s'agissait des soirées sur les pays des Balkans. Mais voilà, on a toujours eu un très bon contact et on a invité aussi dans nos événements. Mais c'est vrai que l'interlocuteur principal, c'était les syndicats et je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on a vraiment aussi réussi à construire cette union populaire, écologique et sociale avec les syndicats sur place, à l'image de ce qui se fait en France. Et c'est assez unique. J'ai l'impression qu'on est un peu la seule circo qui a réussi à faire ça. C'est-à-dire qu'on a été à leurs événements, mais que eux et elles, en même temps, viennent aussi aux nôtres, nous soutiennent, voilà, poussent aussi pour qu'on contacte des journalistes. On a un très bon contact avec la presse locale, c'est aussi un autre acteur, et ça permet aussi d'avoir de la visibilité. On a à Berlin notre base militante a doublé depuis janvier et ça ne va qu'en augmentant. Donc, on a à la fois le soutien des syndicats, des bons contacts avec les partis locaux. Je dirais pas forcément de soutien parce que en Allemagne, ça fonctionne plutôt sur le compromis, sur des bases vraiment différentes quand on compare avec la France. Et il n'y a pas de problème à ça, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver sur des points de programmatique plutôt. Et quand il y a des manifestations pour le climat, on est les premiers à être là avec les Junge Grünen, par exemple. Quand il y a des manifestations sur d'autres points, on va rejoindre d'autres collectifs. Donc, je vois plus ça comme voilà, on est un peu la NUPES locale avec les syndicats plus qu'avec les partis. Mais voilà, je laisse Mathilde compléter pour Vienne. Alors à Vienne, en fait, je vais surtout pouvoir parler de moi, mon expérience, plutôt que celle de la NUPES viennoise, parce que au niveau du collectif, je pense pas qu'on ait de contact vraiment avec les partis politiques, même si on a des personnes, par exemple, qui sont actives chez Die Linke, enfin Links, du coup, le parti autrichien, aussi des personnes chez les Verts. Mais par contre, moi, mon approche, ça a été aussi de me rapprocher des Verts autrichiens pour leur faire connaître nos combats, qu'ils soient en fait au courant qu'on existe, puisque en fait la représentation des Français de l'étranger, le fait d'avoir des députés à l'étranger, d'avoir des élus locaux à l'étranger, c'est quelque chose qui est assez spécifique à la France. Et donc c'est aussi, je pense que tout ce travail qu'on a à faire de pédagogie aussi auprès des partis. Auprès des partis de nos pays de résidence, il est assez important. Donc voilà, leur dire coucou, on est là, on existe, on est actif, même si on est à l'étranger. Et je pense que sur la question des retraites, ce que vous avez fait en Allemagne, c'est vraiment super. On a aussi essayé d'organiser on a réussi à organiser une fois une manifestation, c'était très bien, mais on se rend compte que dans le discours médiatique, je pense qu'en Allemagne, c'était aussi la même chose. Il y avait c'était quand même difficile de faire entendre notre point de vue sur la retraite et sur pourquoi on ne veut pas de rallongement de l'âge de départ à la retraite. Et donc, c'est des fois un petit peu frustrant de ne pas trouver d'écho dans les médias et dans les médias locaux. Donc, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler puisque c'est avant tout ces partis-là, nos partis frères locaux, qui vont avoir les contacts dans les médias, qui vont avoir les moyens en fait d'amplifier notre message en Allemagne, en Autriche ou dans tous les pays de la circonscription. Ton micro est coupé, je crois, Mathias. J'ai toujours pas le réflexe, hein, malgré le Covid et tout.
Effectivement, ça, on en avait parlé aussi dans Allo la NUPES. Hein, on avait fait un très très long épisode justement où on avait fait une grande revue de presse de la perception justement du mouvement social dans les médias de tous les pays de la Circo, et on avait vu qu'il y a justement beaucoup de travail à faire parce qu'ils nous prennent vraiment pour des gosses pour y gâter, et c'est vrai que c'est important de leur rappeler que le modèle social français est viable et qu'il peut en plus il peut s'exporter. C'est ça ce qu'ils ont Je peur. sais qu'en Allemagne, on a vraiment eu deux phases. C'est-à-dire qu'on a eu une première phase où les Allemands ne comprenaient pas pourquoi on était contre la retraite. Alors à l'époque, c'était 65 ans. Et puis on leur explique que voilà, il y a un quart des hommes les plus pauvres qui sont décédés. Là, ils commencent à penser autrement. Ça va très vite. En quelques arguments, ils se disent: ah oui, d'accord, c'est comme ça que ça se passe. On ne savait pas du tout. On a un âge effectif à 67 ans. Finalement, ah oui, c'est comme en Allemagne. Donc voilà, toutes ces données que la presse ne donne pas forcément. Et puis, il y a eu une deuxième phase à partir de mars, où, quand il y a eu le déclenchement du 49.3, nous, on a eu plusieurs rassemblements devant l'ambassade. Il y en a le plus gros rassemblement qui a rassemblé 200 personnes, ce qui est énorme pour les Français de l'étranger, avec du coup aussi différents journalistes qui étaient présents. Et il nous disait, en fait, il y a un changement vraiment de paradigme à partir du moment où il y a eu le déclenchement du 49.3. Pour les Allemands, c'est absolument inconcevable, quelle que soit la réforme. Ça peut être une réforme qui est très bien, ça peut être l'interdiction du glyphosate, pour lequel notre député a eu apparemment un oubli. Je crois qu'il a voté contre l'interdiction. En tout cas, pour ce genre de choses, c'est absolument impossible que le Bundestag ne soit pas consulté. Or, c'était le cas là en France avec le 49.3. Et donc, on s'est retrouvé en manifestation devant l'ambassade avec des Allemands qui n'étaient pas forcément contre Macron, mais qui étaient contre le manque de démocratie que représente le 49.3. Sachant qu'il y avait même des députés de la majorité qui disaient, même le MoDem dans son communiqué disait, c'est vrai que ce n'est pas un outil forcément le plus démocratique qui soit. La réforme, c'est une chose, mais l'utilisation de 49.3, est-ce que ça peut vraiment tout justifier? Et donc, il y avait vraiment ces deux phases-là. En tout cas, dans la presse allemande, il y avait ces deux étapes, et je pense que ça va être... là, ce n'est que le début du mandat, mais je ne vois pas comment, avec une minorité présidentielle au niveau du Parlement, il va forcément y avoir de nouveau un recours au 49.3, même s'il est limité normalement à une fois par à la fois sur l'autoritarisme institutionnel, mais les répressions policières aussi, non? La violence, ça aussi, ça a beaucoup choqué. Et donc, vous, au niveau par rapport aux Français donc, qui vivent à l'étranger, chacune a un peu on va dire une approche différente, non? Il va par d'autres moyens. Toi, Asma, tu es dans Français du Monde. Toi, Mathilde Olivier, je pense que c'est beaucoup par rapport à ta fonction, non? À l'Assemblée des Français de l'étranger. Peut-être on peut commencer par Mathilde, vu que tu en as déjà un petit peu parlé. Si, donc, de cette fonction, ton contact avec les Français à travers ça, ou est-ce que tu as d'autres canaux aussi ou d'autres réseaux, disons? Ouais. Alors carrément, je suis et je pense que Asma, tu pourras compléter. Je pense que en fait, dans notre engagement politique, il faut vraiment que ces deux volets travaillent et collaborent ensemble. Le volet de l'engagement militant, mais aussi de la mobilisation de gens qui ne sont pas forcément des militants de tous les jours, mais qui vont venir à des conférences, à des événements qui seront organisés et qui se rapprocheront de nous. Et il y a le volet des élus, en fait. Donc, alors pour nous, les élus des Français de l'étranger, les élus locaux. Et en fait, je pense que si on veut continuer à mobiliser la population, les gens les citoyens, autour de notre système démocratique, il y a besoin en fait qu'ils comprennent le rôle des élus locaux et que ces élus locaux soient aussi présents et répondent à leurs questionnements. Et donc, le mandat d'élus, conseillère des Français de l'étranger et conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, il est double. Il est à la fois très local, c'est-à-dire que c'est regarder des dossiers de bourse pour les lycées français, et donc prendre des décisions sur les dossiers de bourse qui devront être poussés. Mais c'est aussi, par exemple, alors là, je prends vraiment cet exemple autour de l'éducation, mais c'est ensuite aussi poussé au niveau de l'Assemblée des Français de l'étranger et au niveau du gouvernement pour avoir des enveloppes de bourses qui soient plus importantes et pour qu'on puisse donner plus de bourses, parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui donc se retrouvent à dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir mettre leurs enfants dans les lycées et les écoles françaises. Mais il y a plein d'autres sujets comme ça, notamment le STAFE, qui est le mécanisme de soutien au tissu associatif à l'étranger et qui joue un rôle important aussi de structuration des communautés françaises à l'étranger.
Et là aussi, en fait, on a un rôle à la fois pour sélectionner les projets dans nos pays, les pays ou les zones de nos circonscriptions. Donc pour moi, les 3 pays, Autriche, Slovaquie, Slovénie. Mais aussi, par exemple, en Autriche, cette année, on avait un nombre de projets déposés qui était quand même bien supérieur au nombre de projets qu'on pouvait sélectionner. Et donc, c'est aussi, une nouvelle fois, d'avoir ce rôle d'alerte et puis de poser des questions au gouvernement, puisqu'on peut le faire à travers l'AFE pour faire toutes ces demandes en fait, de soutien aux Français de l'étranger, parce qu'on se rend compte que depuis des années et des années, le soutien à la population française à l'étranger, il continue de diminuer. Que ce soit les postes dans les consulats, les ambassades, c'était aussi un gros sujet dans la campagne. Asma, tu pourras peut-être y revenir aussi. Mais donc, on voit que tout ce réseau consulaire, il est en train de diminuer. Et donc, c'est très important, c'est notre rôle d'élu aussi, d'alerter sur cette situation. Et j'ai encore plein de choses à dire, mais je m'arrête là dans un premier temps. On va reparler de retraite aussi, parce que ça a été un des gros travaux de nos élus à l'Assemblée des Français de l'étranger. Mais je m'arrête là dans un premier temps. Et Asma, toi, tu as un peu découvert, non, Français du Monde, finalement, tu es très impliquée maintenant. Oui, alors je voulais juste rajouter que Mathilde est aussi membre de Français du Monde. Donc, Ouais. Ah j'avais l'impression que ça faisait comme ça. Voilà, et depuis plus longtemps d'ailleurs. Oui, alors je me suis engagée aussi via la campagne parce que voilà, c'est aussi une association qui permet d'avoir de se retrouver aussi en tant que personne qui partage des valeurs de gauche, c'est-à-dire des valeurs d'égalité, d'unité, de social, d'écologie, et puis voilà, qui se retrouvent dans une vision assez solidaire du monde finalement. Voilà, il y a pas mal de monde en fait dans la campagne qui était engagé à Français du Monde. Et dès que j'ai pu dormir un petit peu, je me suis engagée à Français du Monde en août. Voilà, parce qu'avec la campagne, c'était assez compliqué. Et depuis, on est assez actifs. Donc, je fais partie du bureau de direction à Berlin. Donc, je suis chargée de la communication. Et on a fait, par exemple, différentes choses avec la NUPES, mais aussi sans la NUPES, parce que Français du Monde, c'est une association à part entière. Notamment en décembre, on a organisé ensemble, avec le soutien des conseillers des Français de l'étranger, Stéphane Meignet et Philippe Loiseau, une fresque du climat. Donc, c'est aussi l'idée d'éducation populaire avec une fresque en allemand, une fresque en français et une fresque pour les enfants. Et encore une fois, ici, on a aussi l'idée de linguisme, c'est-à-dire on franchit les barrières linguistiques avec un mélange entre les personnes qui parlent français, les personnes qui parlent anglais, les personnes qui parlent allemand. Ça d'une part. Et puis on a eu ensuite des dates, bon là il y avait la galette traditionnelle à laquelle Mathilde à Vienne et moi à Berlin on a participé. J'ai pu faire ma petite galette aussi, ramener, voilà, partager ça avec d'autres, c'est assez sympa. Et puis on a eu une journée très importante pour nous et pour moi aussi particulièrement, c'est-à-dire le 8 mars, journée de lutte pour les droits des femmes. Et là on a eu des ateliers avec qu'est-ce que c'est être une femme dans la politique, face à l'exil. Donc on avait une personne ukrainienne qui était là et qui pouvait nous parler de elle, son statut en tant que femme dans l'exil, qu'elle a vécu, quelle était son expérience. Et puis on avait aussi des personnes qui représentaient donc l'organisation Emploi Allemagne. Voilà, donc on a eu différents groupes comme ça qui tournaient autour de ces thématiques-là et de pouvoir avoir vraiment un partage de connaissances très intéressant. On a eu ça, on a eu aussi une éducation plutôt littéraire, donc qui s'inscrit dans l'éducation culturelle de Français du Monde avec l'atelier Annie Ernaux, la soirée lecture qui a eu lieu la semaine dernière. Annie Ernaux, grande figure de gauche, sociologie, qui a eu aussi le prix Nobel de littérature cette année, qui a milité aussi pour la NUPES avant l'heure et qui a un parcours voilà, qui me touche particulièrement. Et c'est aussi ça, Français du Monde, c'est essayer d'être plutôt dans quelque chose de positif, parce qu'on peut se dire dans la politique, on est beaucoup dans le contre, dans la confrontation, et Français du Monde, ça permet d'avoir une sorte de sphère où on propose des choses plus positives, qui sortent de l'uniquement les mesures politiques, mais qui permettent aussi voilà, d'ouvrir le champ des possibles avec des ateliers, que ce soit littéraires, culturels, d'éducation populaire avec les fresques du climat. On va essayer de monter une organisation pour la fresque du sexisme l'année prochaine. Donc voilà, ça évolue. Et ce qui est bien dans Français du Monde, comme je disais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir un mélange en fait des différentes cultures et de pouvoir aussi transmettre la francophonie au-delà de notre petite bulle de français.